Bonjour et bienvenue sur l'internaute.com, 20minutes.fr et ouestfrance.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur Internet. Notre invité aujourd'hui est Laurent Baumel, député socialiste d'Indre-et-Loire. Bonjour Laurent Baumel. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation sur notre plateau. Michel Urvois, éditorialiste politique à Ouest France, et David Blanchard, rédacteur en chef adjoint de 20 minutes, sont aussi avec moi. Bonjour messieurs. Bonjour. Ils vont évidemment co-animer l'émission. Je vous rappelle rapidement le principe. Vous avez une demi-heure pour réagir pendant l'émission et poser vos questions sous votre vidéo ou sur les réseaux sociaux, #Direct Politique. Alors Laurent Baumel, l'actualité de ce matin qui fait la une en France et en Europe, ce sont ces dirigeants d'Air France qui ont été agressés lors des chauffourées hier, lors d'un comité d'entreprise, qui a aussi fait d'ailleurs des blessés. Alors quelle est votre réaction ce matin? Est-ce que comme Manuel Valls, vous êtes scandalisé ou est-ce que vous comprenez le geste de ces quelques salariés? Comme tout le monde, je suis évidemment troublé par les images assez fortes qui nous sont revenues. En même temps, si vous voulez, moi je vois depuis maintenant de longues années, un peu partout, des conflits sociaux. Il y a toujours la même logique, c'est-à-dire qu'il y a une direction qui amène des faits qui sont présentés comme non discutables. On a un problème de compétitivité, on a un problème de productivité, et à partir de là, on est tout de suite dans une discussion un peu dramatique sur des baisses d'effectifs ou des baisses de rémunération, etc. Bon. Et il me semble que la plupart du temps, il faudrait remonter un peu à la racine de ces conflits et voir si, à la base, le diagnostic sur le problème de compétitivité ou de productivité est réellement partagé par les organisations syndicales, par les salariés. Alors manifestement, il n'est pas partagé. Je crois que dans le cas d'Air France, il ne l'est blocage. pas. Et j'ai l'impression que c'est une des difficultés de cette affaire. Il y a eu des épisodes précédents dans le passé. Et donc, je pense qu'il faut, comme tout le monde, j'ai envie de vous dire, il faut que le dialogue social reprenne. Mais il faudrait peut-être s'habituer à ce que, y compris les chiffres, les données économiques soient partagées par les organisations syndicales. Ni scandalisé, ni compréhensif vis-à-vis de la réaction de ces salariés? Non, je pense qu'on arrive à un moment d'exacerbation dans la société française parce que, à la fois, il y a effectivement la mondialisation et tout le monde comprend bien qu'on est dans cette compétition, et en même temps, il existe de plus en plus la suspicion que les dirigeants, les actionnaires utilisent l'argument de la mondialisation pour faire de la productivité ou de la rentabilité en se souciant peu de l'élément humain. Et donc je pense qu'il y a là un peu un tournant dans la situation. Alors Laurent Baumel, vous êtes membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale, vous êtes aussi catégorisé parmi les frondeurs au Parti socialiste. Alors là, en ce moment, on est dans la discussion du budget 2016, le budget de l'État a été présenté en Conseil des ministres la semaine dernière, et cette semaine, demain, en Conseil des ministres, est présenté le budget de la sécurité sociale. Alors c'était le dernier grand budget qui pouvait infléchir ou modifier la politique du gouvernement avant la présidentielle de 2007. Est-ce que vous jugez que c'est une occasion manquée, comme certains à gauche? Pour le moment, oui. Je pense qu'on est en deçà de ce qu'il aurait fallu faire pour profiter de ce dernier budget et recréer une dynamique notamment à l'égard de ces millions de Français, de ce que moi j'appelle les couches populaires et moyennes, qui ont eu le sentiment depuis 2012 que nous n'avons pas suffisamment gouverné à leur bénéfice, pour eux, pour les aider à avoir une vie meilleure. Je pense qu'on avait la possibilité dans ce dernier budget de réorienter un peu notre politique budgétaire et fiscale pour amorcer une reconquête de la confiance. Vous nous direz tout à l'heure comment, mais quand on regarde les chiffres de ce budget, sans entrer dans les détails, on s'aperçoit que le déficit reste pratiquement le même, que la dépense publique ne baisse pas. C'est une moindre augmentation, mais il n'y a pas de baisse. Donc, où est-ce qu'elle est la rigueur, où est-ce qu'elle est l'austérité? Là, on a un peu du mal à comprendre. On a du mal à comprendre parce qu'on fait semblant de penser que c'est le seul débat dans ce budget. Est-ce que le déficit va baisser ou monter? Est-ce que les dépenses vont baisser ou monter? Mais il y a un autre débat. On fait des dépenses fiscales. 40 milliards de baisse de charges, de baisse d'impôts. Donc des allègements de ce qu'on appelle dépenses. Mais moi-même je dis des charges, ce qui est déjà voilà. connoté. 40 milliards de baisse d'impôts et de cotisations sociales pour les entreprises qui ont été décidées sur ce quinquennat, c'est une dépense. Ça aggrave le déficit. Bon. Donc c'est une dépense qui est faite parce qu'on espère en tirer des bénéfices en termes d'investissement des entreprises. Bon. Donc vous demandez qu'on offre moins aux entreprises, qu'on facilite moins la vie des entreprises. On demande depuis maintenant 1 an et demi qu'on reformate cette enveloppe, c'est-à-dire 40 milliards sans contrepartie, non ciblée, c'est trop, et on voit d'ailleurs que ça ne produit pas de résultats. Et parce qu'on met ces 40 milliards sur les entreprises, on perd aussi du coup des marges de manœuvre pour par exemple faire davantage en faveur du pouvoir d'achat des couches populaires et moyennes, ce qui serait à la fois
plus juste et plus conforme à ce qu'on peut attendre d'un gouvernement de gauche, quand même. Quand la gauche gouverne, on peut attendre d'elle qu'elle améliore la vie des gens modestes ou des classes moyennes, et ce serait plus efficace économiquement parce qu'on traiterait aussi la question de la consommation, la question de la demande. Aujourd'hui, vous avez par exemple dans nos territoires des entreprises du BTP qui, bien sûr, vont bénéficier des baisses d'impôts et de cotisations sociales au niveau de leur marge, mais qui n'ont pas de carnet de commandes, dont les carnets de commandes tardent à revenir. Pourquoi? Parce que, par exemple, la demande publique baisse. Et pourquoi la demande publique baisse? Parce qu'on baisse les dotations aux collectivités locales pour financer cette politique de baisse d'impôts sur les entreprises. Donc, vous voyez, quand on regarde tout ça, on est très loin de simplement être sur le débat sur le déficit et les dépenses. Il y a des dépenses fiscales, il y a des baisses d'impôts. La question est de savoir si elles sont bien réparties entre les différentes catégories d'acteurs qui permettent d'avoir une économie et une société qui fonctionnent. Pour prolonger ce que vous venez de dire, on a une question d'un internaute. Serge, est-ce que vous réclamez les mêmes réductions pour tous? Autrement dit, est-ce qu'il faut baisser les aides aux entreprises et augmenter les aides aux ménages, ou bien mettre juste les ménages au niveau des entreprises? Évidemment, je souhaite un rééquilibrage en faveur des ménages. On a fait 40 milliards de baisse d'impôts. Mais rééquilibrage, ça veut dire le même... Nous, depuis le début, on considère par exemple que si on s'était donné 40 milliards de marge de manœuvre pour faire de la dépense fiscale, c'est-à-dire de la baisse d'impôts, il aurait été juste et pertinent économiquement de faire 20-20 par exemple, de faire autant pour les ménages que pour les entreprises, autant pour la demande que pour l'offre, autant pour l'efficacité économique que pour la justice sociale. Ça aurait été une politique réellement social-démocrate. Alors que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est une politique libérale. Laurent Baumel, voter le budget, c'est appartenir à la majorité. C'est ce qu'a indiqué Bruno Le Roux, le chef des députés socialistes dans les médias récemment. En l'état, tel que vous avez vu le budget aujourd'hui, est-ce que vous allez voter cette loi de finances? Alors d'abord, je ne préjuge pas de ce que sera le texte final, puisqu'une discussion est toujours possible au Parlement. Hier soir, nous avions un bureau national du Parti socialiste où nous avons interrogé notre premier secrétaire, M. Jean-Christophe Cambadélis, en lui demandant est-ce que le Parti socialiste va, dans le débat budgétaire qui commence, défendre ses propres positions, puisque le Parti socialiste... Quelle a été sa réponse? Lui-même a demandé une réorientation de la politique budgétaire et fiscale. Dans le fond, le Parti socialiste aujourd'hui, il est officiellement assez proche des positions de ceux qu'on appelle les frondeurs. Bon, il nous a dit le débat n'est pas terminé, on va continuer à pousser. Bon, voilà, je ne sais pas ce qu'il en sera réellement. En l'état, donc, ce texte n'est pas adoptable, on va dire, par les frondeurs. Si rien ne devait bouger, avec effectivement un budget qui nous propose 2 milliards seulement de baisse d'impôts sur les ménages, alors que nous, on pense qu'il faudrait faire une vraie réforme fiscale et mettre au moins 8 à 10 milliards d'euros sur la table pour que ça ait un effet et un impact, avec des baisses de dotation aux collectivités locales qui continuent encore cette année et qui vont avoir des effets très négatifs, je le disais tout à l'heure, sur l'économie dans nos territoires. Oui, en l'état actuel des choses, nous exprimerons nos réticences sur ce budget. Alors vous parliez de l'impôt. Exprimer vos réticences, pardon, ça veut dire de voter contre ou ça veut dire vous abstenir? La façon dont on l'exprimera dans le vote sera déterminée en fin de parcours, en fonction du contexte et de la façon dont le débat se sera déroulé. Mais effectivement, si rien ne devait bouger, il me sera difficile de voter en faveur de ce budget. Vous parliez de l'impôt, il y a une grande injustice dans ce pays. 47% des gens seulement paient l'impôt sur le revenu, alors que la CSG, tout le monde la paye dès le premier euro gagné. Jean-Marc Ayrault avait présenté à La Rochelle, avait détaillé une réforme. Est-ce qu'il faut la faire maintenant? Est-ce qu'on peut la faire maintenant? Est-ce que ça entre dans votre champ de vision? Oui, d'ailleurs, on n'a pas attendu Jean-Marc Ayrault, puisque dès juillet 2013, si ma mémoire est bonne, on présentait nous-mêmes, les frondeurs, à l'époque Jean-Marc Ayrault était Premier ministre, on présentait nous-mêmes une proposition pour introduire la CSG progressive en France, c'est-à-dire respecter d'ailleurs un des points du programme de François Hollande de 2012. Bon, je vais être très court, mais je vais essayer d'être très simple pour expliquer le problème. La CSG, c'est en vérité un impôt sur le revenu que tout le monde paye, puisqu'il est directement prélevé à la source sur la feuille de paye. Les salariés, notamment, ne voient pas passer la CSG, puisque c'est la différence entre le brut et le net. Or, tout le monde la paye 7,5%. Pas les retraités, mais tous les actifs la payent 7,5%. Il suffirait de mettre un barème, c'est-à-dire de faire en sorte, par exemple, que les revenus moyens ou modestes payent 5% ou 5,5% plutôt que 7,5%. On pourrait évidemment augmenter les taux de CSG en haut de l'échelle, mais pas forcément, parce que si on utilise les 40 milliards de marge de manœuvre, on n'est pas non plus obligé d'augmenter les taux de CSG en haut de l'échelle, et à ce moment-là, vous auriez une politique plus juste, plus redistributive, et vous pourriez rendre du pouvoir d'achat à des millions de Français tous les mois sur la feuille de paye. Donc je trouve particulièrement absurde la politique fiscale dans laquelle on s'est engagé depuis 4 ans, qui consiste à augmenter les impôts sur le revenu, puis à les baisser,
Aujourd'hui, vous avez de plus en plus de gens du coup qui vont même plus payer d'impôts, alors que si on passait par la CSG, tout le monde symboliquement la paye, mais vous auriez une justice fiscale possible. Une question de Ronan sur ces questions fiscales. Est-ce que vous êtes pour ou contre faire payer l'impôt sur le revenu à tous, y compris aux plus pauvres? C'est le sens de l'amendement de Razi Hamadi récemment. Eh ben, je viens de répondre. Moi, je suis pour. Tout le monde paye la CSG, donc je suis pour le fait qu'on rende cet impôt progressif et qu'on arrête effectivement… Via la CSG. Oui, et qu'on arrête effectivement d'être obsédé par l'impôt sur le revenu qui rapporte 2 fois moins que la CSG. Vous avez 50% des Français qui ne le payent pas. Alors on est obsédé par cet impôt parce qu'on le déclare. Donc toute la focalisation se fait sur cet impôt. Mais en vérité, les gens ne se rendent pas compte que tous les ans, ils payent beaucoup plus de TVA et de CSG que d'impôts sur le revenu. Et que si on veut faire de la justice fiscale, c'est là qu'il faut mettre l'effort. Et s'il y avait un amendement pour vous prioritaire pour modifier ce budget, ce serait lequel? Mettre 8 milliards d'euros dans une politique de baisse, d'amélioration du pouvoir d'achat des couches populaires et moyennes en introduisant la CSG. Ça, c'est votre condition pour voter le budget? Alors, je ne m'attends pas à ce qu'on nous dise oui à 8 milliards et à la totalité de notre demande, mais qu'on fasse un pas important dans cette direction, ce serait quand même un bon point. Vous allez vous-même ou d'autres frondeurs, déposer cet amendement? Oui, ils vont être déposés. De toute façon, les positions que le Parti socialiste a adoptées, on va les décliner dans le débat parlementaire. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement va faire un pas dans ce sens-là? Mais non, enfin, je n'ai pas le sentiment qu'il s'apprête à le faire, mais en tout cas, il faut essayer. Et ce que j'attends, moi, du Parti socialiste, puisque, je le répète, nos positions sont aujourd'hui largement les positions du Parti socialiste, c'est que lui aussi défende l'idée que le gouvernement doit faire des gestes supplémentaires en faveur des collectivités locales et des ménages, et un peu moins d'argent en pure perte en direction des entreprises. Il y a un vrai risque qu'on aille au clash, là, pendant le débat budgétaire? On nous dit ça à chaque fois. Alors, si vous voulez, si le fait que des députés de la majorité ne sont pas d'accord avec le gouvernement, l'expriment publiquement, l'expriment sous forme d'amendement, c'est considéré comme un clash ou comme une crise institutionnelle. Oui, on aura une crise institutionnelle, mais peut-être que collectivement, on pourrait mûrir et considérer que nous sommes aussi un peu dans un régime parlementaire où il n'est pas anormal que des parlementaires défendent leurs convictions et leurs électeurs. Laurent Baumel, on va passer à la séquence pour-contre de cette émission. C'est assez simple, on vous pose une question sur le budget notamment et sur les économies qui peuvent être prévues ou recommandées par certains, et on vous demande de vous prononcer. C'est Michel qui commence. Oui, alors vous l'avez un petit peu évoqué, il faut réduire la dépense publique. Est-ce que vous êtes pour ou contre le fait de baisser les dotations aux collectivités? Résolument contre. Résolument contre, parce que je pense que c'est une erreur politique d'abord. La gauche a été pendant des années le parti de la décentralisation, le parti des collectivités locales, et elle sait très bien que les collectivités locales, dans la situation actuelle, sont irremplaçables pour maintenir de l'investissement public et de la solidarité. Et c'est une erreur économique parce que ce qu'on donne aux entreprises d'un côté en termes d'amélioration de leur marge, on leur retire de l'autre parce qu'on les prive de carnet de commandes, parce que les collectivités locales sont fondamentales pour un secteur comme le BTP dont on connaît l'importance dans la reprise de l'emploi. Mais les collectivités locales peuvent aussi jouer sur le fonctionnement et pas forcément sur l'investissement. Ça, c'est un mythe. L'idée que les collectivités locales gagent de l'argent ou… Il n'y a pas de dérapage dans les collectivités. Vous pouvez toujours prendre un ou deux exemples de dépenses pharaoniques dans des très grandes collectivités qu'on aurait pu éviter. Vous pouvez toujours mettre l'accent sur 3 ou 4 collaborateurs de cabinet dont on aurait pu se passer. Mais l'immense majorité des collectivités locales aujourd'hui, ce sont les 36 500 communes, dont des dizaines de milliers de petites communes qui ne comptent pas leurs efforts pour aider leurs concitoyens là où elles sont. Et ces communes-là, je peux vous garantir qu'il n'y a pas de dérapage. Elles ont au contraire besoin d'être aidées pour refaire leur voirie, pour maintenir les services de proximité. Et si on perd ça en France, on perdra beaucoup. Alors, autre question, est-ce que vous êtes pour ou contre la baisse des aides au logement? On peut rationaliser ce système, faire en sorte que les aides au logement servent réellement au logement et qu'elles n'aient pas des effets pervers dans le fonctionnement du marché. C'est-à-dire qu'elles ne viennent pas augmenter les coûts, les prix. Oui, je sais que ce débat existe, donc je ne suis pas un technicien de cette question et je ne veux pas m'aventurer à dire des choses qui seraient fausses. Je ne suis pas contre, mais de façon générale, je ne suis pas contre l'idée qu'on interroge l'efficacité d'une politique publique. Bon, donc on peut regarder ce qui peut être amélioré dans ce domaine. Pour ou contre, Laurent Baumel, augmenter les aides aux agriculteurs, c'est une question qui nous a été suggérée par des internautes, et notamment augmenter ces aides sans contrepartie. Écologique notamment. Alors, sur l'agriculture, moi je suis convaincu que la course à la productivité, à la compétitivité, l'assimilation de l'agriculture à une industrie qui serait donc uniquement soumise à la question des coûts de production… qui est notre modèle actuel. Qui est notre modèle actuel, et chaque fois qu'il y a une crise, on répond dans ce registre-là.
On va faire une politique pour baisser les charges, on va faire une politique pour les aider à investir pour être plus productifs, la course à la taille, etc. Je suis convaincu que ce modèle nous conduit dans une impasse. Et qu'en vérité, il faudrait plutôt développer l'intuition qui était d'ailleurs dans la loi de Le Foll en 2013, celle de ce qu'on appelle l'intuition environnementale, j'ai oublié le terme. L'agroécologie. L'agroécologie, voilà. C'est-à-dire, en fait, relocaliser les productions, accepter de payer plus cher nos agriculteurs, parce que la contrepartie de payer plus cher, c'est d'avoir une agriculture qui subsiste dans la proximité. C'est l'enjeu de l'écologie, c'est l'enjeu des emplois, c'est l'enjeu de la proximité, c'est l'enjeu de la qualité. Et est-ce qu'on est capable d'assumer ce modèle-là, ou est-ce qu'on continue la course à la compétitivité et à la productivité? Toute la politique de François Hollande et Manuel Valls est guidée par nos engagements européens. Est-ce que vous êtes pour ou contre la renégociation des critères européens, critères de Maastricht? Ça aurait dû être fait en 2012. Le président de la République l'avait promis dans sa campagne. Il avait promis qu'il ne signerait pas le traité s'il n'obtenait pas de nos partenaires, et notamment de l'Allemagne, une réorientation profonde de la politique budgétaire. Donc vous le redemandez aujourd'hui? Et d'une certaine manière, la crise grecque, même si elle est très spécifique, elle a reposé en filigrane cette question de la conception même de la politique économique en Europe. Je regrette depuis 2012 que la France, je ne dis pas qu'elle est absente sur ce sujet, je dis qu'elle n'est pas assez déterminée, qu'elle n'est pas assez forte, que sa voix ne se fait pas suffisamment entendre dans le débat public européen. Allez, on a parlé du budget. Le budget interroge beaucoup sur les positions des uns et des autres à gauche, dans la gauche en général, et des divisions sur la gauche, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment. Est-ce que, Laurent Baumel, vous pouvez répondre à cette question? Face à la droite et à l'extrême droite, souhaitez-vous que le gouvernement tienne ses engagements et mène une politique de gauche? Oui. Alors cette question, elle est posée par un contre-référendum, au référendum de Jean-Christophe Cambadélis pour les régionales. C'est un référendum notamment qui a été lancé par Julien Bayou d'Europe Écologie Les Verts et par Caroline Dehaas, qui est une militante de gauche. Est-ce que vous allez participer, vous, à ce contre-référendum et donner la même réponse à la mi-octobre, puisque ça se déroulera mi-octobre? Je ne sais pas s'il est important que je participe en tant qu'individu à ce référendum, mais ce qui est important, c'est qu'en tant que député... Mais vous envisagez de le faire? Ce n'est pas la question fondamentale. La question fondamentale, c'est qu'en tant que député et animateur, co-animateur avec d'autres d'une sensibilité du Parti socialiste, je m'exprime. Et ce que je dis est effectivement convergent avec ce que disent les organisateurs de ce référendum, c'est qu'on ne pourra pas, d'une part, reconstruire l'unité de la gauche et d'autre part, retrouver les électeurs perdus en chemin depuis 2012 si on ne mène pas une politique qui donne le sentiment à la gauche et à ses électeurs que nous sommes fidèles à nos fondamentaux. On a quand même l'impression que vous voyez cette initiative plutôt d'un bon œil en tant que membre du Parti socialiste. Oui, je pense que la question est pertinente. Je pense qu'elle met le doigt sur un vrai sujet. Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti socialiste, a raison de poser le problème de l'unité, mais le Parti socialiste, sa direction aujourd'hui, ne sous-estime la question de la politique gouvernementale dans les causes de la division. Et donc, l'initiative des deux référendums sont légitimes. Oui, je crois. Il faut voter aux deux. Non, mais je ne veux pas rentrer là-dedans sur la question de voter ou pas voter. Par ailleurs, on n'est pas obligé de faire des référendums. Moi, en tant que député, je m'exprime sur les sujets. Je ne suis pas forcément lié à l'organisation de telle ou telle initiative. L'initiative de Cambadélis, vous allez y participer? Oui, parce que c'est celle de mon parti, donc je vais voter oui, je suis pour l'unité. Voilà. Et vous allez inciter vos électeurs dans votre circonscription à le faire? Je sais pas, vous savez, mes électeurs, ils ont beaucoup de préoccupations. Je ne suis pas convaincu qu'ils se lèvent le matin en pensant au référendum du Parti socialiste, mais si certains me posent la question, je les inviterai à le faire. Mais quel sens ça peut avoir s'il y a, je ne sais pas, 1% des électeurs de gauche à participer à cette consultation? Ben, vous poserez la question à Jean-Christophe Cambadélis. Mais vous pourriez y répondre. Nous, on a dit ce référendum, la question est bonne, la préoccupation est bonne. Le problème, c'est que tant que... La question ne l'est pas? La question de l'unité est excellente, elle est fondamentale. On ne pourra pas gagner les élections régionales et on ne pourra pas gagner les élections présidentielles si on continue à avoir une gauche éclatée comme elle l'est aujourd'hui. Le problème, c'est de poser le bon diagnostic. À l'évidence, ce qui se passe depuis 2012, c'est-à-dire le fait que le gouvernement ait tourné le dos, en gros, au discours du Bourget, ne suffit pas à expliquer la division de la gauche, mais est une composante qui l'a cristallisée d'une certaine manière. Et donc, s'il n'y a pas, et on revient à la question du budget,
dans cette période des signes forts pour montrer qu'on renoue avec nos fondamentaux et nos convictions, je crains que un référendum ne suffise pas à rassembler la gauche. Voilà, c'est tout. Alors, beaucoup d'internautes se demandent pourquoi vous et les frondeurs de manière plus générale restez d'une part dans le groupe socialiste et d'autre part au Parti socialiste en général. Je vais essayer d'en citer quelques-uns si vous le voulez bien. Marc qui vous dit « Je ne comprends pas bien votre position dans la majorité mais contre Manuel Valls ». Fanny, je pensais que la question de la ligne avait été tranchée lors du congrès de Poitiers, 60% pour la motion A. Et José, on a l'impression que vous n'êtes plus d'accord sur rien avec le PS et le gouvernement. Donc la question, est-ce qu'il n'est pas temps pour le Parti socialiste, comme le font les Verts de manière un peu éclatante en ce moment, est-ce qu'il n'est pas temps pour le Parti socialiste de se réorganiser, de se refonder, éventuellement avec un autre parti à sa gauche? Alors, d'abord, je veux faire une réponse de principe. Le Parti socialiste, il n'appartient pas à Manuel Valls ou François Hollande. Je suis autant socialiste qu'eux. C'est autant mon parti que le leur. Et donc, si vous voulez, qu'il y ait des débats ou des désaccords au sein du Parti socialiste ne se traduit pas forcément par le fait que ceux qui sont minoritaires à un moment donné doivent s'en aller. Bon. D'autre part, sommes-nous réellement minoritaires? Le congrès du Parti socialiste qui s'est déroulé en juin dernier, la ligne qu'il a emportée, y compris dans la motion majoritaire, c'est la nôtre. C'est une ligne qui demande la réorientation de la politique. Alors la motion B, la motion à laquelle... Via Martine Aubry. Via Martine Aubry. Ce n'est pas la ligne de Valls qui a été soumise aux militants. À aucun moment, on a demandé aux militants qui ont voté pour la motion A d'approuver massivement le pacte de responsabilité, la loi Macron ou la théorisation sociale libérale qui est faite de la ligne actuelle par exemple, le ministre de l'économie ou le Premier ministre. À aucun moment, on a soumis cette ligne. On a plutôt soumis une demande d'inflexion, c'est-à-dire une ligne qui est proche de la position des frondeurs. Bon. Et pourquoi est-ce que le premier secrétaire n'a pas pris le risque de soumettre aux militants du Parti socialiste la ligne de Hollande et Valls? Parce qu'elle n'est pas majoritaire culturellement. Elle n'est pas majoritaire culturellement. Ce qui aujourd'hui... Donc on a trompé les non, ce qui aujourd'hui domine tout, c'est... en train de nous dire. Non, ce qui domine tout aujourd'hui... Non, on ne les a pas trompés. La motion A et la motion B, non, on ne les a pas trompés parce qu'en même temps, ce qui domine tout, c'est le fonctionnement de notre régime et nos institutions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous avons le président de la République, on invite le parti majoritaire à être une sorte d'armée silencieuse qui pense ce qu'elle pense, mais qui derrière... soutient une politique même quand cette politique n'est pas la sienne. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Alors, la question et donc, si vous voulez, je reviens à la question et je conclue comme ça. Je vais d'autant moins quitter le Parti socialiste et le groupe socialiste aujourd'hui que je pense que l'immense majorité des militants, au fond, sont plutôt d'accord avec nous et que s'ils ne peuvent pas l'exprimer ou s'ils ne veulent pas l'exprimer aujourd'hui, c'est parce que la Ve République les conduit psychologiquement à être dans une logique qui consiste à faire bloc avec leur gouvernement, même s'ils ne sont pas d'accord avec tout. Ça pose la question de 2017. Ça pose la question des institutions. Est-ce qu'il faut que François Hollande soit candidat en 2017 dans ce cas, puisque vous dites que sa ligne n'est pas majoritaire au sein du Parti socialiste? On verra l'année prochaine comment les choses se présentent. D'abord, on verra quelle est sa propre intention, et puis se reposera évidemment la question de la primaire. Les internautes sont manifestement intéressés par cette question. Éric dit, la gauche version Hollande et Valls est-elle si proche de la droite libérale? Il vous pose la question. Et Jeanne, qui a lu le programme économique de Sarkozy, peut-on dire par exemple Sarkozy-Macron, même combat? Où elle est, enfin, je crois que Macron aurait pu être dans un gouvernement Sarkozy. Ça, j'en suis assez convaincu. Bon, après, Macron, il n'est pas représentatif, je le répète, de l'équilibre du Parti socialiste actuel. Il est assez marginalisé et isolé, même si les médias veulent en faire un des pôles du débat qui s'annonce dans les années qui viennent. Je ne crois pas que ce soit la réalité. Et Valls, il est socialiste? Valls est plus centré parce que d'abord il a une culture qui est celle du Parti socialiste, de cette famille politique à laquelle il appartient. Après, il incarne aujourd'hui dans le débat public une aile que je caractériserais comme social-libérale, dont je ne crois pas qu'elle soit majoritaire. À la primaire de 2011, il avait fait 5%. Si aujourd'hui il revenait devant les militants avec ses idées et en les défendant, il ferait certainement plus que 5%, mais je ne crois pas qu'il soit majoritaire sur ses idées. Après, je le répète, la Ve République a des caractéristiques propres qui font que les gens peuvent adhérer à un homme ou à des hommes sans être d'accord avec leurs idées, parce que ce sont leurs chefs, et que la Ve République, c'est une culture du chef. Et que c'est dans le fond ça qui explique le paradoxe dans lequel nous nous trouvons, nous, puisque nous contestons cette culture du chef. Donc c'est un problème d'institution. Je pense qu'il y a un problème d'institution qui est majeur. Laurent Baumel, on fête cette semaine le 70e anniversaire de la sécurité sociale et on apprend ce matin via un sondage Odoxa notamment que 8 Français sur 10 seraient inquiets de l'avenir de la sécurité sociale et que plus des 3/4 seraient favorables à une refonte du modèle de la sécurité sociale
à la française. Alors à la veille de la présentation du budget de la Sécu, puisqu'il vient demain, on en a déjà parlé, est-ce qu'il n'est pas temps de refonder la politique sociale dans son ensemble, en profondeur, ou est-ce que c'est un tabou à gauche, comme peuvent l'être le Code du travail, les 35 heures Oui, mais si vous voulez, tant qu'on posera le problème en considérant que la réforme, c'est une révision à la baisse des droits, dans le fond, la réforme est libérale. Aujourd'hui, dans le paysage médiatique français, le mot réforme est associé à l'idée de réformisme libéral. Évidemment, tant qu'on posera les problèmes comme ça, on aura une espèce de confrontation stérile entre un réformisme libéral et une position de défense des acquis sociaux. Bon, on peut imaginer peut-être, et c'est ça la social-démocratie en principe, des réformes qui fassent bouger les paramètres du système qui doivent l'être pour s'adapter à des réalités, à des évolutions démographiques, sans être... Comme par exemple la création d'un 5e risque, est-ce que c'est oui, quelque chose... on peut avoir des réformes de progrès. Ça, ce n'est pas libéral. On pourrait peut-être avoir des réformes de progrès, d'ailleurs. De temps en temps, on en a. Hein. Je critique le gouvernement sur sa politique budgétaire et fiscale, mais on a fait depuis 5 ans, aussi on a pris des lois et on a fait des réformes qui apportent des progrès. Bon, ils ne sont pas peut-être suffisants pour inverser l'image générale et l'impression générale que les gens peuvent avoir, mais ils existent. Donc on est capable de faire des réformes de progrès. Donc oui, il faudrait adapter la protection sociale à l'évolution des risques, à l'évolution démographique, mais sans baisser les droits des gens. Et c'est ça l'enjeu véritable. Mais si on maintient les droits et si on crée la dépendance, comment on finance ? Ça coûte cher, donc c'est-à-dire qu'il faut aller chercher des financements, mais j'ai pas aujourd'hui le sentiment qu'on soit allé au bout de cette question et qu'il n'y ait pas des marges de manœuvre possibles dans la mise à contribution de l'ensemble des revenus ou de l'ensemble des sources de financement. D'accord, donc il faut élargir l'assiette, il faut faire appliquer des cotisations sur d'autres revenus ? Oui, par exemple sur les revenus du capital, je ne suis pas sûr qu'on soit allé au bout de ce qu'on peut faire. Une nouvelle question à propos des régionales qui arrivent en décembre. La gauche a une défaite annoncée, avec 21 des 22 régions actuelles. En même temps, il était difficile de faire mieux. Mais à quel niveau est-ce que vous situeriez cette défaite comme une débâcle ? Et que doit faire Hollande si jamais ce devait être le cas ? Je ne crois pas qu'il faille donner des indicateurs à l'avance qui permettent de mesurer une vraie défaite, une défaite moyenne, une défaite honorable, voire une victoire. Ça marche jamais. Ce sera un peu le jeu. Les journalistes peuvent le faire, mais vous comprendrez que les hommes politiques se gardent de ce genre de piège, parce qu'après, de toute façon, on est confronté au résultat et on ne peut plus le réévaluer au regard de ce qu'il nous apprend réellement. Donc moi, je n'entre pas dans ce genre de mécanique. Ce que je sens sur le terrain, c'est qu'il y a effectivement un risque pour que les élections régionales s'inscrivent dans la continuité du cycle démarré avec les municipales et les cantonales, c'est-à-dire soient utilisées par les gens comme un moment qui leur permet d'exprimer une protestation ou une déception par rapport à la politique nationale. J'espère que ce ne sera pas le cas parce que les régions ont été gérées de façon remarquable par les équipes socialistes et les équipes de gauche, qu'il y a d'excellents bilans. Je vois dans ma propre région, le centre, il y a un excellent bilan et ce serait particulièrement injuste que des gens qui n'y sont pour rien payent pour une politique avec laquelle, dans le fond, ils ne sont pas réellement d'accord. Donc j'espère que les électeurs vont cette fois-ci privilégier les enjeux locaux. Si malgré ça, dans le Nord par exemple, ou en PACA, le Front National était en situation évidente au vu du premier tour de gagner, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les socialistes ? Est-ce qu'il faut se maintenir, quitte à favoriser la victoire du FN, ou est-ce qu'il faut accepter de disparaître ? Ceux qui sont en situation de devoir faire des choix répondront à cette question au moment où elle se posera. Je ne crois pas utile de se la poser, en tout cas de digresser. C'est bien d'y réfléchir un peu à l'avance. On peut y réfléchir, mais là, je ne fais pas que réfléchir devant vous, je m'exprime. Donc, je ne crois pas utile d'en digresser avant. Je pense qu'avant, il vaut plutôt faire porter l'effort sur quelles peuvent être encore les conditions politiques que l'on crée pour ne pas se trouver dans cette situation. Dans le Nord, c'est... L'élection n'est pas faite encore. Peut-être que les électeurs du Nord qui nous écoutent ou qui écoutent d'autres émissions, qui regardent ce qui se passe, pourraient être sensibles au fait que le gouvernement annonce dans les semaines qui viennent un geste budgétaire majeur permettant d'améliorer leurs conditions de vie ou les perspectives qu'ils offrent à leurs enfants. Peut-être que ça changerait le résultat d'un vote. Souvenez-vous par exemple de 2007, lorsque entre les deux tours des législatives, il a été question de la TVA sociale, ça a un peu changé le résultat dans toute une série de circonscriptions. Donc il peut arriver des fois que des annonces gouvernementales appropriées ou inappropriées change le résultat d'une élection. C'est en tout cas ce que vous appelez de vos voeux. Juste une dernière question pour terminer. Vous êtes un élu de la région Centre. Dans le centre, Europe Écologie Les Verts ne semble pas, j'utilise bien le conditionnel, se tourner pour l'instant vers le front de gauche. C'est une bonne nouvelle ?
Il faut voir si ça se confirme, mais je trouverais logique que des gens qui ont gouverné ensemble une région se présentent ensemble devant les électeurs. Je comprends bien que dans les causes de la division, il y a la politique nationale. Ça, je le comprends. C'est pour ça que j'indique qu'il faut résoudre ces problèmes-là au niveau national. Mais pour autant, je n'approuve pas l'attitude qui consiste à se séparer au niveau local alors qu'on a gouverné ensemble et qu'on a un bon bilan. Ce sera le dernier mot de cette émission. Merci Laurent Baumel d'être venu sur ce plateau. Merci Michel et merci David d'avoir co-animé l'émission avec moi. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et d'ici là, restez connectés.